Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h à Yokadouma, dans le département de la Bumba-Ingoko, région de l'Est Cameroun. C'est le temps de l'information sur Equinox Télévision. Innocent Nazé, good evening. Bonsoir, Julien Beth-Bissay. Good evening to you, televiewers. Thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In our headlines, leaders of opposition political parties have called for international sanctions against the government of Cameroon and equally government authorities as a result of the escalating armed conflicts in the two English-speaking regions of Cameroon, equally the inability to foster democratic processes and gross violations of human rights in the nation. And we'll be telling you how the United Nations Security Council is expected to hold on the 13th of May 2019 with the Anglophone crisis expected to be at the center of discussion. Meantime, the United States has set up an informal cycle to try to resolve the close to 3 years old armed conflicts. More in this newscast. L'opposition charge le gouvernement auprès des Nations Unies. Le MRC, le CPP et le mouvement 11 millions de citoyens ont dénoncé la gestion condescendante des tensions dans le nord-ouest et sud-ouest lors de leur rencontre avec le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Les grandes métropoles du Cameroun prises dans les taux du désordre urbain, les branchements anarchiques dictent leurs lois, notamment dans les espaces commerciaux. Dans ce sombre tableau, les autorités administratives tentent des pistes de solutions, mais l'équation semble bien complexe. À suivre ce soir, un reportage dans le département du Mungo. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre cette édition bilingue du journal sur Equinox Télévision. Les constructions anarchiques, l'incivisme urbain et les ventes illicites de terrain sont quelques difficultés que rencontre la commune de Dibombari dans le département du Mungo. L'autorité administrative vient d'organiser une rencontre de sensibilisation des populations sur ces problèmes. Le point d'orgue étant la mise en place d'un point d'aménagement de la ville. Kino Moulan, Innocent Abega et Xavier Foka. L'arrondissement de Dibombari dans le département du Mungo, région du littoral, fait face à un problème criard d'urbanisation. À l'intérieur de Dibombari-ville, les maisons sont construites en désordre. Les gens continuent à installer des lotissements, les gens continuent à installer, à acheter des terrains, à construire des usines, sans se préoccuper, n'est-ce pas, de la prescription de M. le préfet. C'est trop étouffé. Carrefour même, regarde comment le carrefour est petit. Les gens construisent en route. La vente illicite des terrains et l'afflux des personnes venant de Douala s'ajoutent à ces problèmes à Dibombari, désormais sous la menace de la surpopulation. Un plan d'aménagement de la ville et des régulations de l'occupation des sols est donc impératif. Ce plan devrait nous permettre de prévoir des espaces d'habitat rationnels de manière à ce que le trop-plein de la population qui vient de la ville de Douala ne s'installe plus ici de manière anarchique à créer des bidonvilles, mais s'installe, n'est-ce pas, dans des cités, dans des zones d'habitat rationnel. Vu l'importance de la question qui s'aggrave au fil des jours, l'autorité administrative de Dibombari a réuni différents acteurs afin de les sensibiliser sur la nécessité de la mise en application de ce plan d'aménagement de la ville. La compagnie camerounaise d'aluminium DD a tombé en faillite au lendemain de la crise économique qu'a connue le pays, cherche à nouveau la place au soleil. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique vient de séjourner dans la Sanaga maritime pour toucher du doigt la réalité. Mathilda Kemazou, Rodrigue Ngassi et Flavien Valondongo. Parmi les entreprises camerounaises victimes de la crise économique, il y a la compagnie camerounaise d'aluminium. Nous sommes en sous-activité aujourd'hui par rapport à notre potentiel. Cette situation a été présentée au ministre en charge de l'industrie de manière à pouvoir évidemment trouver des solutions adéquates au retour à une pleine activité. Durant les 10 dernières années, la compagnie était au cœur des endettements importants, secouée par le vieillissement des appareils de production imputables à son âge. Incapable de tenir, la structure était contrainte de procéder au dégraissement du personnel.
Et le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique vient de séjourner à Edea dans la Sanaga maritime pour explorer la situation. Il y a des questions d'ordre conjoncturel, il y a des questions d'ordre structurel, il y a certainement des questions d'ordre social. Toutes ces questions seront portées à la connaissance de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui, n'est-ce pas, examinera avec les autres ministères sectoriels, j'allais dire administrations sectorielles, pour trouver les solutions définitives. Parce que les questions qui sont posées aujourd'hui à l'UQAM n'interpellent pas que le ministère des Mines, elles vont au-delà. La compagnie qui scrute le ciel à la recherche du soleil fut l'une des meilleures et surtout celle qui aura employé un grand nombre de Camerounais, à majorité à la retraite à ce jour. Son redécollage dépend désormais du gouvernement. Des solutions à très court terme, il y en a à moyen terme, il y en aura certainement à long terme pour que cette entreprise retrouve encore tout son éclat d'antan. Et vous savez, à 60 ans, on peut avoir des maladies liées à l'âge. Et donc, ce genre de maladie a sa médication. La compagnie camerounaise d'aluminium et d'autres entreprises asphyxiées par la crise économique attendent d'être relevées. Et nous vous le disions tout à l'heure en titre, l'opposition charge le gouvernement auprès des Nations Unies. Pendant près de 4 heures d'horloge, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le Cameroun People's Party et le mouvement 11 millions de citoyens ont dénoncé la mauvaise gestion de la crise anglophone par le gouvernement. C'était au cours d'une rencontre avec le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Le compte rendu d'Élisée Bogba et Gizogo. Peu avant la fin de sa visite au Cameroun, la haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies a eu l'un des rendez-vous majeurs de tout son séjour en terre camerounaise. Face à Michel Bachelet, l'opposition, la société civile, le pouvoir et ses alliés et l'Église ont vidé leurs sacs. Pour l'opposition, c'est un chapelet de griefs qui a été soulevé. Les uns et les autres ont pris la parole pour lui dire comment les partis politiques, surtout l'opposition, ressentent et vivent ces réalités au Cameroun. Elle a été attentive et je pense que beaucoup ont remis des documents qu'elle pourra lire dans la sérénité. Mais il faut dire également que Bachelet, elle ne peut que nous écouter, elle n'est pas camerounaise et que c'est à nous de trouver des solutions aux problèmes qui sont posés à notre pays et personne d'autre. Je n'ai pas manqué de lui dire les insuffisances liées à la participation syndicale, les insuffisances liées à l'ECAM, qui en réalité est une commission logistique et non pas un organisme qui organise vraiment les élections, parce que ce sont les fonctionnaires qui le font dans les commissions. Je n'ai pas manqué d'insister sur le scandale dont je fais l'objet à titre personnel, notamment la fameuse suspension de toute activité politique. 7 régions sur 10 au Cameroun aujourd'hui sont en situation de conflit, que depuis 2010, nous avons plus de 2000 morts à l'extrême nord, et d'après les chiffres de Crisis Group, 1850 morts dans les 20 derniers mois dans la zone anglophone. 700 000 Camerounais qui sont en situation de personnes internes déplacées et plus de 2 500 000 enfants dont la scolarité est en péril. De son côté, le RDPC s'est voulu rassurant en s'appuyant sur son chef. Nous avons pu apporter notre petite proposition tout en faisant comprendre à Madame le haut-commissaire que le président de la République a pris toutes les dispositions et continue d'ailleurs à le faire pour que le calme, la paix règne dans toute l'étendue du territoire camerounais. Loin d'en tenir compte, l'opposition appelle à des sanctions de la communauté internationale contre le régime de Yaoundé. Nous avons demandé que des sanctions individuelles soient apportées aux membres du gouvernement qui sont responsables de cette situation. Ça veut dire l'interdiction de voyager. Ça veut dire le blocage de notre argent qu'ils ont volé et qu'ils ont mis à l'étranger dans ces pays-là. Ça veut dire interpeller ces personnes par rapport à ces différentes situations. Ce qui a été dit à tous les coups, c'est qu'on lui demande, autant qu'elle peut le faire,
de faire une recommandation au président de la République de libérer ces personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de l'exercice d'une activité politique, qui n'ont commis aucun crime, parce que il est évident pour tout le monde que personne n'est mort au Cameroun du fait de Camto et de ses alliés. Pour autant, l'opposition souligne que les initiatives doivent demeurer avant tout camerounaises. Résoudre ces problèmes est d'abord le problème des Camerounais. C'est les Camerounais qui ont la responsabilité première de résoudre ce problème. Le rôle de la communauté internationale est de nous accompagner dans les solutions que nous avons, que nous souhaitons. Bachelet, elle ne peut que nous écouter, elle n'est pas camerounaise, et que c'est à nous de trouver les solutions aux problèmes qui sont posés à notre pays et personne d'autre. Cependant, le risque d'implosion est évoqué à grands traits. Nous parlons de la crise anglophone, nous parlons de la crise au septentrion. Tout cela se résume à une chose. Les Camerounais aujourd'hui veulent tout simplement exercer leur droit de participer à la vie politique de la nation. Et si ce droit continue à être anesthésié, étouffé, asphyxié, on ne parlera peut-être plus seulement de la crise au septentrion ou de la crise anglophone. Dans peu de temps, on parlera d'une crise générale au Cameroun. Devant ces incertitudes, l'Église croit savoir et l'a indiqué à Michel Bachelet quel devrait être le dernier recours. Nous avons demandé au commissaire que toutes les organisations internationales, tous les partis prenants de la crise camerounaise, faisons-les ensemble en laissant les religieux prendre le devant pour pouvoir donner cette confiance aux populations, pour pouvoir discuter et avoir ce dialogue. En achevant son séjour au Cameroun, la haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, à défaut de distribuer les bons et mauvais points, en sait largement sur l'état des droits de l'homme au pays de Paul Biya. Vous vous souvenez certainement de ces affrontements sanglants survenus le 24 avril dernier à Obala, dans la région du centre. Eh bien, nos reporters sont descendus sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Ce soir, nous vous proposons d'autres révélations de cette rixe. C'est une enquête menée par Élisée Bogba et Gizogo. Que s'est-il réellement passé à Obala pour en arriver aux affrontements récemment entre certains membres de la communauté locale et celle musulmane? Plusieurs jours après ces événements, un témoignage de première main, celui du représentant du chef de groupement d'Obala, connaisseur des secrets de cette ville, nous a été accordé. Selon ses explications, au lieu d'un affrontement, il y en a eu deux. Le premier affrontement commence à l'établissement IAO, l'Institut agricole d'Obala. Le fils de Falcao avait intervenu, un homme d'affaires d'Obala. Il y a un gars qui avait arraché le téléphone d'une fille, c'était son ami d'ailleurs. À l'instant, un élève à Oussa, qui s'appelle Dalifa, a arraché le même téléphone. Et ils ont bagarré. Une autre bagarre va suivre hors de l'établissement entre les protagonistes de cette affaire. À la fin de la bagarre, le fils de Falcao est rentré à la maison. Et son ami Ebé est resté. La fille est partie avec le fils de Falcao. Après, Dalifa est allé chercher un groupe au quartier pour venir se venger. Ils avaient la machette. Ils ont encore engagé une autre bagarre. Le surveillant général a intervenu et il a exclu les deux, Ebé et Dalifa. Rien ne s'arrête et les haines recuites s'enchaînent. Dalifa les a gardés dans. Le 11 février, il a agressé Ebé à la place de l'Indépendance. Le 19 avril, ils ont envoyé un message qu'ils allaient poignarder les élèves de la classe allemande avec le fils de Falcao. Le 20 avril, ils sont encore revenus à la place de l'Indépendance pour calculer les élèves qui faisaient les entraînements du sport pour le BPC. Ils ont agressé l'élève qu'on appelle Njana et l'autre, une fille qu'on appelle Kounou. Ils les ont agressés. Alors que la situation va s'amplifiant, le sieur Falcao va se trouver mêlé à l'affaire. Le 23, pendant que le fils de Falcao et Témé Dominique faisaient le sport à la montée de la mairie, une moto est arrivée, l'a intercepté et derrière il y avait les gars à Oussa qui venaient. Il a giflé. Ils ont commencé à bagarrer avec les Aoussa. L'un d'eux a blessé le fils de Falcao sur le front. Un papa est venu, il a intervenu, il les a séparés et le fils de Falcao est rentré pour se faire soigner.
de cette rixe va découler une plainte contre le sieur Falcao. Quand il a expliqué le problème à son père s'est fâché, il a appelé le chef de la communauté à Oussa. Finalement, il a décidé d'aller le voir. Pendant qu'il est allé chercher les clés de sa voiture, les Aoussa étaient déjà là, au niveau du portail. Ils ont arrêté le fils de Falcao. Ils ont commencé à le battre. Falcao est venu avec les voisins. Ils ont séparé. Et un instant, un groupe des Aoussa est arrivé. Ils ont encore recommencé la bagarre. À en croire le représentant du chef de groupement, le premier affrontement s'est achevé sans grande casse. Les voisins avaient maîtrisé la situation et on a arrêté certains d'entre eux et gardé dans le camp de Falcao. Falcao a appelé la gendarmerie. On est venu les récupérer. Comme ils avaient des blessures, il fallait les libérer pour qu'ils se fassent soigner. Et ils portent plainte à M. Falcao. Donc voilà le premier affrontement qui se termine à la gendarmerie. Pourtant, un deuxième affrontement allait surgir. Le deuxième est un affrontement d'agression. Vers 16h, mardi, le 23 avril, comme ils ont l'habitude d'agresser sur la montée de la mairie. Pendant que les élèves faisaient le sport, eux aussi, ils étaient là comme des nobles citoyens. Ils ont donc arraché le téléphone d'une fille qu'on appelle Doudou. Major, originaire du quartier Bikogasi, est venu, il a dit comment on peut agresser notre soeur. Il est donc venu pour faire l'intervention. Il a aussi reçu ses coups. C'est en ce moment qu'il part chercher le gars du quartier Bikogasi pour venir intervenir. C'est à la suite de celui-ci qu'un des agresseurs a trouvé la mort. Les gars, où ça ont fui. Baba Aladji est resté. On l'a encerclé. Donc il ne pouvait plus fuir. Au lieu donc de s'humilier et de demander pardon, il sort deux couteaux comme vous voyez dans les films. Ils lui ont dit, tu vas mourir. Oh, ah. Ils l'ont désarmé et ils ont fait tout ce qu'ils... Ils l'ont poignardé et l'ont laissé là, cloué au sol. Ils sont partis. Catégorique, le représentant du chef de groupement dénonce une tentative de manipulation suite à ces événements. Le deuxième affrontement, c'est des bandits. C'est l'agression. Et non la lutte des communautés, des filles, non, ce n'était pas ça. Et ils ont voulu instrumentaliser en disant que c'était l'affrontement chrétien contre musulman. Ce n'est pas ça, c'est des bandits. Aujourd'hui, après les affrontements du 24 avril dernier qui ont exposé Obala aux yeux du monde, le sieur Falcao a été déféré à la prison de Monatélé et d'autres suspects sont encore aux arrêts. Et c'est avec cette enquête menée par nos reporters Élisée Bogba et Gizogo que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. À présent, la seconde, elle est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good evening once again. Une fois de plus, bonsoir à vous, Julien Besai, and to you, televiewers. Good evening to you once more. Thanks for staying with us. We begin with news in the Chateau d'Eau neighborhood in the Douala 4 municipality, to be precise, in Bonaberi, where a family is still in grief and consternation after a wall collapsed over the weekend and fell on a mother and her child. The family is now in a deep agony. They were returning home. Immaculate Fogwe has more. They were on their way back home, but they will never see home again. Madame Taku Florence and her 19-year-old son have been killed by a wall that collapsed at Block 7 Sodiko at the Chateau d'Eau neighborhood in Douala. Inhabitants of the said locality blame the lack of strong pillars to support the wall as a root cause of its collapse. The wall, because that wall was the first wall of that warehouse. When the road work was going on, they have to reduce this to send the wall behind. But the man did it, he built the wall behind and then abandoned the old wall. And that wall was nothing was supporting that wall. So because of that hard wind we had yesterday night, the wall went down.
But what is sure is that we have called the attention of the owner of the wall. After the tragic scene, the both victims were transferred to the Bonasama District Hospital. While on their way, the 19-year-old boy gave up the ghost. The mother was later transferred to the Lakentini Hospital but was refused to be attended to by the doctors and nurses, leading to her death. We arrived at the Bonasama Hospital and received the first care, but since her situation was very critical, we took her to the Lakentini Hospital. While there, the doctor refused attending to her by saying the emergency unit was full and that she could not remove any patient from there. The doctor denied coming to check on the patient in the car. She just told us to take her to Garnison Militaire. I don't know if they know that their duty is to save lives and not the other way around. Due to the excruciating pain, the woman equally gave up the ghost. Doctor tell me say what don't flop. At the domicile of the victims, the family members and friends are all in tears. All the efforts made by the family members to come in contact with the owner of the building are all fruitless. It should be noted that this is not the first time that such a scene is occurring in the town of Douala. And the United Nations Security Council has been scheduled to take place on the 13th of May 2019. Expectations are high as the escalating Anglophone crisis in the two English-speaking regions of Cameroon will certainly be discussed. The United States has set up an informal cycle to try to resolve the armed conflict between the separatist Anglophones who are tired of discrimination and persecution of the Biya regime. Constructive dialogue is yet to be a reality or to come to limelight, despite claims by the head of state in his end-of-year message that dialogue started months ago, and he's equally saying persons of goodwill are already assisting gestures put in place by the state in order to help victims of the Anglophone crisis. And now we tell you how a series of consultative meetings are ongoing in the nation's political capital, Yaoundé, between government authorities and members of the United Nations, all in a bid to better tackle the Anglophone crisis, which is deepening on a daily basis. Fomi Armstrong Sander has the details. Consultative meetings between the Cameroonian government and its partners, notably the United Nations, have been intensified as a result of the deepening Anglophone crisis. The United Nations wants to gather enough information concerning the close to 3 years conflict in the two English-speaking regions of Cameroon. In the Northwest-Southwest, and how we can ensure that there is a better sharing of information on what we're doing, which locations and what kind of assistance we're providing to populations in need, to make sure that, while there's full respect of the neutrality of our operations, there is full transparency. But the government on its part is firm that things are unfolding normally in the northwest and the southwest regions of the country, especially with regard to humanitarian aid directed to the affected population of the two English-speaking regions of the country, based on information received from local administrators in the regions. Minister Paul Atanganji of Territorial Administration said governments, apart from receiving corresponding reports from local administrators in the two English-speaking regions, will also put in place a system to rigorously control aid and ensure that it reaches the concerned population in the northwest and the southwest. The United Nations, which for now has not been able to agree with the government of Cameroon on how to coordinate respective activities in the regions hit by a conflict, is said to have agreed to descend to the northwest and southwest regions in the coming days alongside government officials, going by information revealed by Minister Paul Atanganji of Territorial Administration.
We now tell you how shortly before the end of our official visits to Cameroon, the United Nations High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, has made a major encounters that was yesterday with members of the opposition. Michelle Bachelet yesterday met with the opposition, civil society, government officials, and church leaders who face to face with the senior UN official emptied their minds. The opposition used the opportunity to present concerns ranging from the electoral codes to what they qualify as crackdown from the Yaoundé administration. The ruling CPDM also presented efforts employed by its leader and President of the Republic of Cameroon, Paul Biya, to address problems faced by Cameroonians. The opposition also called for international sanctions against Cameroon and some government officials over the escalating crisis in Cameroon's two English-speaking regions, notably the Northwest and Southwest, who are decrying marginalization and equally persecution from the Biya regime. And the following excerpt, I join you to take a listen to Edith Kawala, who is president of the Cameroon People's Party, and equally a religious leader, Gustave Ebai, who was speaking to reporters in Yaoundé. So we were here to give an idea to Madame Bachelet about the situation in the country, to let her know that 7 out of the 10 regions in Cameroon are today faced with conflict. The acute conflict, which is in the Northwest and Southwest, and which today is touching the Western region. The conflict in the extreme north against Boko Haram, and the situation in the Adamawa, the east and the north, which is from the Central African gangs that are raiding. So most Cameroonians today are facing a problem of violence. 2, we wanted to inform her that this in the context of these conflicts, grave human rights violations are being committed. In the Northwest and Southwest, we have seen the burning of villages and of homes. We have seen the extrajudiciary killings. We have seen arbitrary arrests. Over 1,000 people from the Northwest and Southwest today are in prison as we speak, with their rights being violated. This violation of rights also occurred in the extreme north. We have video of extrajudiciary killings in the extreme north. Well, we try to discuss the fact that when a fabric is broken, the energy that can bring it together needs to be a superior energy. And based on the crisis we are facing right now, we are so divided that it needs God to bring everybody together. We propose to the High Commissioner that religious bodies are pleading with the government, with the civil society, with everybody concerned, and even the international bodies, to allow the religious authorities help them, to help come out with a common situation. Because right now, the only actor who can be found in every small village in this country is a religious leader. And according to the actors, the Biya regime has failed to accelerate basic democratic processes. The government of Cameroon has equally violated the rights of many, especially those in the two English-speaking regions of the country and those who are supporting the CRM party of Professor Maurice Kamto, and that's the head of state and his government or other members making up the government have failed to provide basic services to the population. Take a listen to Edith Kabangwala of the CPP once more. We have asked them to take sanctions against the individuals. There are individuals who are responsible for these atrocities and these violations in our country. They should see themselves suffering from a travel ban, from the freezing of their assets, from personalized queries to demand explanations from them why they gave these orders for these kinds of atrocities to be committed. And finally, we are asking for the international community that the government of Cameroon as a whole must be queried according to the treaties that we have signed, the international accords that we have signed. And this means going to various instances, including the Security Council of the United Nations, to demand
for the rights of the Cameroonian citizen to be respected. We have put on the table political transition. This regime has failed woefully. It cannot solve these problems. Therefore, we are demanding today the departure of the regime. That is to be done by Cameroonians through non-violent demonstrations in mass. Then we will go to a national dialogue that will help us to discuss the Anglophone problem, but also many of the other problems that we are facing as a nation. We have asked them to take. Another militant of the Social Democratic Front opposition political party of Nijon Frunze has kicked the bucket. Comrade Chamande, chief deputy mayor of the Douala 3 Council, gave up the ghost in the night of Saturday, May 4th, 2019, precisely at 11 p.m. at the Douala General Hospital after an illness. That's it for this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening. Julien Beth Bissay, je vous souhaite une bonne soirée. Merci Innocent Azé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Merci de l'avoir suivi et restez surtout scotchés sur le programme de la meilleure des télévisions. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Quand chaque goutte est aussi bonne, le temps s'arrête pour vous. Amstel, respectez chaque goutte